Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Deuxième podcast aujourd'hui. Évidemment, je vais vous parler de l'annonce du ministre de la Santé, Christian Dubé. Mais avant, deux petites choses. Premièrement, je vais vous demander, si c'est possible, de partager le podcast. Ça nous aiderait grandement. Deuxièmement, je vais revenir sur ce que je vous ai dit plus tôt dans la journée concernant le débat à la mairie organisé par la Chambre de commerce, la PCHQ puis TVA. J'ai eu un appel, j'ai eu une discussion avec une des personnes qui organisait l'événement pour m'informer que j'ai dit quelque chose qui était inexact. J'aurais dit que le groupe aurait fixé le seuil de 10% comme critère de base pour participer au débat, j'ai dit que le groupe aurait fixé le 10% à la suite des résultats du sondage. On me dit que c'est faux, que le critère de 10% avait été convenu et envoyé, expliqué aux candidats le 28 septembre dans une lettre et que tous les candidats étaient d'accord avec ce chiffre. Je veux revenir sur ce que, donc, j'ai peut-être mal exprimé ma pensée. Ce que je voulais dire, c'est que ça paraissait comme étant organisé avec le gars des vues une fois les résultats du sondage rendus publics. Ce que j'ai aussi voulu dire, c'est que malheureusement pour le grand public, pas pour les membres des organisations, mais pour le grand public, notamment pour les téléspectateurs de TVA, malheureusement, ce critère-là n'a pas été rendu public, au grand public, avant la publication des résultats du premier sondage réalisé notamment par le Corps de l'information. Donc, à sa face même, je me disais, mon Dieu, on entend parler du critère que le lendemain de la publication du sondage, ça avait de l'air un peu drôle. Ça ne change en rien le fond du propos que je tenais, à l'effet que, oui, on peut avoir des critères, mais que d'avoir qu'un seul critère était réducteur, d'avoir un critère aussi arbitraire que de 10% était aussi réducteur, puis que je pense qu'on devait en avoir minimalement un autre, à l'image des organisations de débat, notamment au fédéral, qui dit, ben c'est un chiffre de sondage beaucoup plus bas que 10, c'est plus vers le 4 ou le 5, d'une part, puis deuxièmement, tu peux aller au débat si tu as un député qui représente cette formation politique-là. Donc, si tu es déjà au conseil, moi, je pense qu'on aurait dû inviter les gens qui siègent au conseil, qui sont candidats à la mairie. Je pense à Jean-François Leblanc. On me disait l'exemple de, oui, mais Montréal, c'est 10%. Imaginez 2 minutes, là. Vous allez me faire croire que, admettons que dans un sondage, Valérie Plante était sortie à 9%, on n'aurait pas invité la mairesse sortante de Montréal dans un débat organisé par la Chambre de commerce. C'est loufoque, cette affaire-là. Alors, au final, là, la démocratie, à mon sens, est très mal servie, puis c'est des critères très réducteurs qui sont utilisés, minimalistes qui sont utilisés pour accepter ou non des candidatures pour participer au débat. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que tous les candidats auraient été d'accord avec, et j'ai deux sources qui me confirment cela, qui auraient été d'accord avec les critères. Et là, je mets au défi Jean-François Leblanc. Si c'est le cas, là, il peut pas avoir son gâteau puis le manger, là. Il peut pas avoir été d'accord avant d'avoir des chiffres de sondage en disant, ben, pas de problème, 10%. Puis quand il finit à 9, là, il braille comme une veuve éplorée, là. Là, ça marche pas, là. Il aurait dû réagir bien avant. S'il n'était pas d'accord avec les critères, il ne peut pas réagir une fois que, ben, finalement, après avoir accepté des critères, ben là, il n'est pas content du résultat du sondage. Ça ne relève pas du consortium qui organise le débat. Mais il en demeure pas moins que, sur le fond, moi, je pense que le consortium fait fausse route en n'utilisant qu'un seul critère, qui est le 10% d'intention de vote dans un premier sondage, avec 4% de marge d'erreur, 33% d'indécis, puis avec quelqu'un qui est candidat à la mairie et qui siège au conseil municipal, on aurait dû utiliser un autre critère en plus d'un certain pourcentage minimum pour participer au débat. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous parler de la très grande nouvelle de Christian Dubé aujourd'hui concernant donc cette histoire où le gouvernement a menacé les employés du réseau de la santé de suspension sans solde s'ils n'étaient pas vaccinés au 15 octobre. Aujourd'hui, l'annonce du ministre, c'est ben, je repousse cette date au 15 novembre, de 30 jours. Et il explique que, dans le fond, le réseau ne peut pas se permettre de perdre samedi 14 000 employés.
Et 14 000 employés, l'impact aurait été majeur sur les services offerts. Et le gouvernement, confronté à cette réalité, a décidé aujourd'hui d'annoncer un report de cette mesure pour éviter un exode massif de 14 000 personnes dans le réseau. Et on nous donnait des exemples. Et je ne suis pas dans l'analyse, je vous compte ce qu'il raconte. On nous donne comme exemple que cet exode de 14 000 personnes aurait voulu dire la fermeture supplémentaire de 600 lits de courte durée au Québec. C'est comme si le nouvel hôpital qu'on était pour bâtir à Gatineau, on le fermait au complet. C'est ça, un méga hôpital de 600 lits, on ferme ça au Québec. En plus de ce qui est déjà fermé. Ça aurait voulu dire qu'il y aurait eu 35 salles d'opération de fermées de plus, alors que ça voudrait dire que ça nous aurait amené qu'un total de 24 %, si ça avait été le cas, 24 % des salles d'opération seraient fermées au Québec. Ça voudrait dire que des RPA auraient été fermés, que les services auraient été diminués en DPJ et en santé mentale, qu'il y a 35 % des CHSLD qui auraient eu un effet majeur de baisse de services. Et que l'effet cumulé des mesures aurait fait augmenter la pression aux urgences, parce que là, j'avais moins de soupapes, donc plus d'affluence, puis je ne suis pas capable de prendre les patients à l'urgence pour les envoyer sur les étages parce que je ferme 600 lits de courte durée. Ça veut dire que j'ai plus d'achalandage à l'urgence sur des gens qui doivent rester sur des civières. Ça veut dire que j'aurais eu encore plus de monde en attente dans les salles d'urgence. Et on aurait aussi forcé les administrations, donc le CIS par exemple, à utiliser encore plus de temps supplémentaire obligatoire. Donc, un cercle vicieux, plus de temps supplémentaire obligatoire, les gens sont encore plus en colère, plus fatigués, etc. C'est un cercle vicieux. Le gouvernement a donc décidé d'éviter une situation apocalyptique, je pourrais dire, et hier soir a décidé donc de prendre la décision de reporter ce précipice appréhendé d'un mois au 15 novembre, en espérant, dans le meilleur scénario de l'aveu même du ministre, en espérant que l'enjeu ne sera plus 14 000 personnes pas vaccinées complètement, mais plutôt de 7 000 personnes pas vaccinées complètement. Bon, comment analyser cette situation? Bien, à sa face même, on est obligé d'arriver à la conclusion que c'est probablement pour la santé du monde, pour la survie du réseau, pour les services en santé, les services offerts en santé, c'est la décision du gros bon sens. Tu ne te crées pas un problème supplémentaire dans un système fragilisé comme on le connaît. On arrive à cette conclusion-là ce matin. Quand on regarde les conséquences, on doit arriver à cette conclusion-là. Sauf que, soyons logiques et soyons lucides. La situation dans laquelle on nous a amenés, qu'on était pour vivre le 15 octobre, elle est autogénérée par le gouvernement lui-même. C'est Christian Dubé et le gouvernement de la CAQ qui nous ont amenés vers ce précipice-là. En imposant la vaccination obligatoire, pas de problème avec ça, mais de façon tardive, de façon très peu concertée, en donnant très peu de marge de manœuvre, très peu de temps pour tout réaliser cela. Et là, se ramasse devant, on dirait, un scénario qu'il n'avait pas envisagé. C'est comme si on gère à la petite semaine. Et là, le gouvernement avait dit, bon, ben moi, là, je vais utiliser la menace pour forcer le réseau de bouger, les employés du réseau à bouger. Ils vont le faire, puis ça va être correct. Ils n'ont jamais pensé d'un scénario en disant, OK, puis on fait quoi s'ils ne bougent pas? Alors que les syndicats avaient déjà annoncé leur couleur, très peu de responsabilité sociale en passant, parce qu'ils défendent leur nombril, leurs membres, envers et contre tout, puis surtout la minorité des membres, parce que c'est très minime là, comme proportion d'employés qui ne sont pas vaccinés. C'est 4 % des employés de la santé qui ne sont pas vaccinés. Alors, les cotisations syndicales de tout le monde vont venir protéger donc le faible pourcentage de récalcitrants qui pourtant devraient se baser sur de la science. Leur travail est en science et ils n'écoutent pas la science pour la vaccination. Donc, la grande majorité des employés vaccinés qui auraient avantage à travailler dans un milieu plus sécuritaire, ben, vont prendre de l'argent. Non seulement maintenant vont risquer
d'attraper la COVID avec des collègues non vaccinés, mais ils vont prendre de leur cotisation syndicale, obligés par une formule RAM, qui sert très bien le monde syndical, prendre cet argent-là pour contester devant les tribunaux, notamment, c'est ce qu'on apprenait, la décision gouvernementale d'imposer la vaccination. Alors, on peut bien arriver aujourd'hui en disant que c'est la décision la plus logique à prendre, on ne fragilise pas davantage un réseau qui est à terre, sauf que comment ça se fait qu'on s'est placé dans cette situation-là? Comment ça se fait que, dans le fond, on est en train de donner raison aux gens qui ont tenu tête? On est en train, dans le fond, de aussi repousser le problème parce que, comme je disais, dans le meilleur scénario, ça va être 7000 personnes qui vont rester sur la touche. Ben, c'est pas 600 lits d'hôpitaux, ça va être quoi, 450? Puis ça sera combien d'RPA, puis etc., etc. On va revivre dans ce film-là dans un mois. Dans le fond, ça fait gagner les anti-masques, les anti-vaccins, le monde syndical qui avait prédit exactement ce que l'on vit présentement. Ça enlève la décision d'aujourd'hui de la crédibilité dans la menace gouvernementale. La menace, honnêtement, la menace des ordres professionnels de suspendre le permis de pratique est pas mal plus efficace présentement que le gouvernement qui dit « je vais t'envoyer chez toi ». La preuve, c'est qu'il y en a 14 000 qui ont dit « ouais, pis ». Et là, avec le report, le gouvernement est en train de leur dire « savez-vous, vous avez eu raison de tenir tête ». Puis qu'est-ce qui va les empêcher de tenir tête le 15 novembre? Si c'était le statu quo, par exemple, le gouvernement serait pris dans une mauvaise situation, alors que peut-être que la solution, c'est via les ordres professionnels qui disent, pour la protection du public, parce que c'est le mandat premier, presque je devrais dire unique, des ordres professionnels, c'est la protection du public. Eux disent, pour la protection du public, je veux que tu sois vacciné. Puis si tu ne l'es pas, comme infirmière, comme préposé aux bénéficiaires, comme médecin, tu n'auras pas ton permis de pratique. Et ça, c'est peut-être pas mal plus efficace. Dans les autres constats qu'on doit faire de ce vaudeville, dans le fond, où on arrive à minuit moins une, puis on dit, finalement, le plan de contingence, parce que c'est ça que le gouvernement a dit, le plan de contingence, quand je vous ai dit hier qu'il n'était pas finalisé, parce que le ministre a dit ça hier en Outaouais, ce qu'il aurait dû dire, c'est que c'est tellement épouvantable comme plan de contingence que j'ai décidé de ne pas l'appliquer. Parce que c'est ça dans les faits. Il y avait ça depuis plusieurs jours. Et là, hier, après sa visite en Outaouais, il s'est assis et il a dit « OK, si j'applique ça, voici les conséquences. » Boum, 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 ça n'a pas de bon sens. Donc, il y en avait un, mais la situation était tellement épouvantable qu'il a décidé de ne pas l'appliquer. L'autre conséquence de tout cela, c'est, et je fais référence au point de presse du ministre hier, 2 fois, j'ai écouté le point de presse en entier en Outaouais, 2 fois, la question était, Monsieur le ministre, une fois en français, une fois en anglais, est-ce que la date du 15 octobre est immuable? La réponse du ministre, c'était, écoutez, ma réponse sera très courte, c'est immuable. Moins de 24 heures après, il change d'idée. Conséquence, que vaut la parole du ministre? 24 heures avant, il ne s'est pas gardé de porte. Il n'a pas dit, mon objectif c'est le 15, je vais voir les plans finaux ce soir de délestage, je prendrai une décision dans l'intérêt de la population, mais moi, mon objectif c'est le 15. Mais je ne suis pas insensible à la réalité terrain. D'ailleurs, j'en ai discuté aujourd'hui avec José Fillon du 6, puis c'est ce soir que je vais me faire une tête finale, parce que je veux voir l'ensemble des conséquences puis des chiffres exacts à jour, et puis je prendrai une décision. Mais mon objectif, c'est le 15. Il aurait pu très bien dire ça, en se gardant une petite porte ouverte. C'est pas ce qu'il a fait. Il a décidé de dire, puis d'être très clair, alors qu'il savait qu'il était à quelques heures de devoir prendre une décision difficile. Il a décidé de dire, non, le 15, c'est immuable. Ça affecte la validité et la crédibilité de sa parole quand il fait ça. Et, surtout, le plus gros drame de l'annonce de report, c'est que la vaccination obligatoire était basée sur la santé et la sécurité des patients puis des collègues. En disant que non, les tests quotidiens puis tout ça, c'est pas aussi bon que la vaccination. En fait, tout le monde est d'accord avec ça, mais il basait sa logique sur ça. Toute la logique du gouvernement, c'est « je force la vaccination du personnel soignant
pour protéger les patients puis les collègues. Bien, cette préoccupation-là, elle est où pour les prochains 30 jours? Est-ce que le ministre voudrait nous dire, bien, je vais mettre à risque les patients puis les collègues pour 30 jours parce que j'aime mieux ça que pas leur donner de service pantoute? Est-ce que c'est ça où on est rendu dans le discours? Parce que là, son argument de protéger le public et les collègues, ben il tombe. Parce que si c'est bon pour 30 jours, pourquoi c'est pas bon pour 32 jours? Puis si on a des tests quotidiens, puis dans le fond, tu es assez à l'aise de vivre avec ça, bien là, l'argument pourrait tomber à la limite au total. J'ai l'impression que ça va donner des munitions, moi, aux gens qui sont anti-vaccination obligatoire pour le réseau de la santé. Alors, autant que je pense que quand on voit, et je termine avec ça, quand on est confronté aux conséquences du départ massif de 14 000 personnes samedi, le gouvernement arrive à la conclusion qu'il faut que je pile mon orgueil, là, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas capable d'affaiblir volontairement le réseau comme ça. On braille pour avoir plus de bras, puis moi, volontairement, d'un décret, je vais en mettre 14 000 dehors. C'est contradictoire. Mais ça, là, il est minuit moins une, là. Ça, ils ont su ça le jour qu'ils l'ont annoncé. Puis c'est pour ça que je dis que ça n'a pas grand bon sens d'avoir un gouvernement qui gouverne à la petite semaine, au sondage, puis qui dit ouais, le monde aime ça, fait que c'est ça que je vais faire, sans savoir c'est quoi la conséquence de cela, en ayant des scénarios optimistes, réels, puis pessimistes, puis en disant je suis capable de vivre avec ça. C'est pour ça que c'est une opération assez ratée, là. Il n'y a pas grand gagnant dans l'opération d'aujourd'hui, si ce n'est qu'on est capable de garder un certain niveau affaibli de service, comparativement à si on avait décidé d'envoyer chez eux 14 000 personnes. Puis au final, je pense que ça va être pas mal les autres professionnels qui vont faire la job à la place du gouvernement. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Et je vais terminer avec mon commanditaire de cette semaine, Roch Saint-Jacques, courtier immobilier. Le marché est en ébullition. C'est peut-être une très bonne idée de réfléchir et de dire « Ah, mais peut-être que je voudrais vendre, peut-être que je suis dû, c'est peut-être le temps ». Sans passer à l'acte, ça vaut la peine de discuter des conséquences, des possibilités. Roch Saint-Jacques, c'est probablement un des conseillers les plus précieux que vous pourriez avoir dans votre cheminement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas le débat demain à 2. Je ferai mon commentaire sur cela. Débat à 2 seulement, à 11h30 sur le site Facebook de TVA Gatineau. Donc, Maud Marquis-Bissonnette, France Belle-Île s'affrontent et je parlerai de cela dans mon podcast de demain. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain. Salut tout le monde.